Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, le thème des stupéfiants. La vente, le transport, la détention, c'est aussi un crime apparemment, et la consommation. Est-ce que vous avez déjà pour nous une définition juridique de ce qu'est appelé le mot stupéfiant que l'on peut mettre avec d'un point de vue juridique? Déjà, comment ça s'appelle? Un stupéfiant, c'est un produit qui a un effet sur le psychisme et qui est interdit par la loi à la consommation et à la vente. Il y a des produits qui ont un effet sur le psychisme qui sont autorisés par la loi. Par exemple, celui qu'on connaît tous, c'est l'alcool. Mais les produits stupéfiants, ce qu'on appelle la drogue, sont des produits interdits. Donc, d'un point de vue juridique, vous avez quelques chiffres à nous citer? Écoutez, moi je peux vous donner une indication. Les services de police et de gendarmerie, sur l'ensemble de la Guadeloupe, continentale et les îles, interpellent à peu près 7000 usagers de produits stupéfiants par an. Produits. De produits stupéfiants. D'accord. Par contre, je tiens quand même à souligner aux téléspectateurs que depuis que je fréquente vos établissements, hein, le tribunal, etc., je constate qu'il ne se passe pas une semaine sans que des personnes soient jugées pour justement que ce soit la vente, le transport, la détention ou la consommation de stupéfiants. C'est aussi l'un des symboles des îles? Non, je ne pense pas que ce soit spécifique aux îles. Je sais que les tribunaux de la périphérie parisienne en particulier, mais aussi les autres tribunaux de métropole sont très occupés par le problème des stupéfiants. Essentiellement, la différence tient à la nature des produits. Ici, on le sait, c'est quand même beaucoup le cannabis, pas mal la cocaïne sous ses différentes formes, le crack en particulier, et beaucoup moins l'héroïne. On peut dire que c'est un petit peu inversé en ce qui concerne l'héroïne dans ce qu'on constate en métropole. Mais pour le reste, c'est très comparable. Et est-ce que nous sommes plus critiquables que les autres régions de France par rapport à justement toutes ces affaires de stupéfiants qui arrivent dans un tribunal? Le problème ici, c'est que vraiment, ces produits en Guadeloupe sont très accessibles. Parce qu'il y en a beaucoup et parce que, objectivement, ils ne sont pas chers. Et donc, ça crée... C'est plus par rapport à ça que cette notion, nous sommes un lieu de transit. Oui, mais ça va avec. C'est ça. Si vous voulez, quand vous êtes dans un flux important d'un produit, même si ce n'est que quelques miettes qui restent sur un territoire comme celui de la Guadeloupe, ça reste quand même très important par rapport à la consommation locale. Et donc, les produits sont peu chers et assez accessibles. Quelles différentes catégories que l'on peut faire au niveau de ce caractère condamnable? Entre les différents produits. Quand on se retrouve devant la justice, soit parce qu'on a vendu, détenu, consommé. En fait, il y a deux grandes catégories de personnes par rapport aux stupéfiants. Il y a ceux qui trafiquent, c'est-à-dire en fait ceux qui en possèdent des quantités importantes qui dépassent ce qui est nécessaire à une consommation personnelle, qui en détiennent dans cette quantité-là, qui en vendent, qui en reçoivent moyennant un achat. Et il y a ceux qui se contentent finalement d'être le consommateur final du produit. Et quand on est le consommateur final du produit, on encourt une peine qui est quand même très inférieure que quand on est un trafiquant ou un vendeur de stupéfiants. Un vendeur de stupéfiants, c'est jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, selon l'importance, l'organisation, la nature de l'activité, son côté Alors habituel. mais le minimum, quand c'est un fait avéré, on a les preuves que vous vendez de la drogue. Eh bien, la peine encourue, c'est 2 ans d'emprisonnement. Minimum. Oui. Et est-ce que c'est plus quand on s'aperçoit que vous en vendez aussi à des mineurs? Oui, bien sûr. Alors c'est ça. Il y a toute une série c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a toute une série de circonstances aggravantes qui font que la peine peine maximale encourue, va varier entre 2 et de nombreuses dizaines d'années. Merci. Rappelez-nous aussi, la détention de produits stupéfiants, c'est aussi condamnable. La détention, c'est assimilé au trafic de stupéfiants. Celui qui détient des stupéfiants est un trafiquant de stupéfiants, c'est-à-dire qu'il encourt 10 ans minimum. Qu'il prétende ne pas être au courant. Ah non, à partir du moment où on trouve de la drogue chez vous, vous êtes considéré comme un trafiquant. À partir du moment où vous êtes en possession de drogue, en sachant que c'est de la drogue quand même, bien, vous êtes un trafiquant. Si la quantité de drogue qui est trouvée en votre possession est tellement petite qu'on peut considérer que c'est que pour votre consommation personnelle, je vous le dis, ma politique pénale à moi consiste à dire que cette personne est un simple consommateur. Et donc on la poursuivra pour son usage de stupéfiants et pas pour un trafic de stupéfiants. Donc elle est condamnée quand même? Bien sûr.
Merci. Poursuivons donc, et dans cette notion de personne, puisque moi ça me choque quand même, j'ignorais mon pays dans un tel état de récidiviste, multirécidiviste. Est-ce que multirécidiviste dans la drogue, c'est ce même aspect, vous disiez, je crois me rappeler, 3 fois dans une même année ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il y a une autre connotation? C'est-à-dire que parmi les personnes qui sont sujets à la consommation de drogue, il y a vraiment des catégories d'individus qui sont très différentes elles aussi. Il y a des gens qui consomment une fois, ou en tout cas de manière très épisodique, dans un contexte qui est plutôt ludique, où ils se font piéger, mais enfin même s'ils le veulent, sans se faire piéger. Et puis il y a des gens qui sont complètement accrochés par certains produits, qui sont en plus, pour la plupart, des gens qui consomment plusieurs produits psychoactifs, plusieurs drogues différentes en même temps. C'est des malades en réalité et qui ne peuvent décrocher qu'à l'aide d'un soutien fort, à la fois un soutien, j'allais dire, répressif de la part de la société. Il faut leur dire fermement que ça suffit, qu'il faut que ça s'arrête, et en même temps un soutien médical pour les Alors, ceux qui se font piéger avec ce côté, vous dites, trop régulier, donc maladif, ils sont aussi condamnables, comme des multirécidivistes. Ceux qui se font piéger, c'est-à-dire qui ont pris un produit stupéfiant sans savoir que c'était un produit stupéfiant, ils ne sont coupables de rien, soyons clairs. Ceux qui sont coupables, c'est ceux qui prennent un produit illicite en sachant qu'il est illicite. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je veux savoir, pour ceux qui sont déjà connus de vos services, que ce soit pour la vente et la consommation, la détention, et malgré les condamnations minimales de 2 ans, 10 ans, qui sont encore piégés. Ben, ils sont en état de récidive, c'est-à-dire qu'ils encourent 2 fois la peine. Donc, 2 fois le minimum à chaque fois. C'est ça. Merci. Alors, qui peut se plaindre en termes de constat de vente de drogue, que ce soit devant un lycée, de ma fenêtre, je vois des brigands d'un endroit régulier, discothèque ou ailleurs, qui peut se plaindre? Si vous voulez, il n'est pas dans la tradition en France et en Guadeloupe d'être un délateur. Ça veut dire quoi? Un délateur, c'est quelqu'un qui dénonce les choses aux autorités, à la police, qui dénonce les gens. Simplement. Mais je dis que quand on voit un trafic de stupéfiants qui risque d'entraîner des personnes qui sont faibles, ou des mineurs, des enfants, dans la drogue, c'est notre devoir à tous de signaler la chose pour que ça s'arrête et qu'on ne continue pas à mettre ces enfants en danger. Alors, et donc là, il faut absolument, vraiment, c'est pas de la dénonciation, c'est vraiment un devoir civique de protection de gens qui se trouvent en péril. Et je dis que ce péril est important parce qu'il y a des jeunes gens qui pensent par exemple que le pétard de marijuana, c'est pas dangereux, qu'à la limite c'est pas de la drogue, c'est peut-être moins mauvais pour la santé que le tabac. Je dis simplement qu'il y a 2 dangers importants dans cette consommation-là. Un danger qui est quand même dû au produit lui-même. Parce que ce que l'on fume aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fumait il y a 30 ans. Il y a des principes actifs dans ces produits-là qui sont vraiment considérablement amplifiés depuis quelques années. Et la deuxième chose, c'est qu'on peut se faire piéger, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire se faire vendre des produits qui sont des produits déjà améliorés, si je puis dire, avec d'autres drogues que celles qu'on pense prendre. Et quelqu'un qui se trouve comme ça piégé à penser fumer de la marijuana ou du cannabis, c'est la même chose, avec à l'intérieur peut-être un caillou de crack mal placé, c'est quelqu'un qui risque véritablement sa santé mentale et sa santé physique. Oui, rappelez que ça a des effets aussi sur le cerveau en lui-même. En tout cas, le grand risque, c'est lui-même de devenir accro, donc demain d'être connu par vos services comme un multirécidiviste. Maintenant, alors, se plaindre, donc vous disiez déjà, quand on a information que la vente ou que la consommation est faite à l'endroit de mineurs, c'est une obligation. C'est-à-dire, si vous êtes au courant et que vous n'avez, c'est même pas de la délation, c'est-à-dire que si vous ne dites pas ça aux autorités, demain on peut estimer que vous étiez vous-même complice, parce que vous n'avez rien dit, ou condamnable en tout cas. Pas complice du trafic, mais dans certaines circonstances, on est dans la situation de quelqu'un qui n'a pas porté secours, à quelqu'un qui est à l'évidence en danger. Et la responsabilité de cette personne peut être mise en cause. Ça, c'est en général. Tout à fait. Mais pour les mineurs, est-ce qu'il y a un caractère d'obligation d'informer les autorités quand on sait que ce sont des mineurs qui consomment de la drogue? Il n'y a pas de caractère d'obligation s'il s'agit simplement de la simple consommation de drogue. Mais
quand, si vous voulez, cette consommation, ou par exemple les circonstances de cette consommation montrent qu'à l'évidence cet enfant-là est en danger et qu'on n'a rien fait, la loi sanctionne, on l'a déjà dit pour d'autres sujets, en particulier les actes à caractère sexuel commis au préjudice des mineurs, la loi sanctionne les personnes qui ne prennent pas tous les moyens de protéger les enfants. Donc pas simplement sur la base de consommation de produits stupéfiants, mais le fait que c'est une mise en danger. Ok, et justement, donc on parle souvent maintenant donc, non plus des mineurs de moins de 18 ans, mais aussi des mineurs de moins de 15 ans. Est-ce que la loi est encore différente quand on sait qu'un mineur de moins de 15 ans consomme de la drogue? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à faire? Oui, il y a quelque chose de particulier à faire. C'est là, si vous voulez, la réaction est quasi obligatoire parce que il y a un enfant qui est directement en danger. C'est un enfant qui n'a pas encore la capacité, il a moins de 15 ans, il n'a pas encore la capacité peut-être de vraiment comprendre le danger qu'il encourt à faire cela. Il faut, la loi le prévoit, prévenir les autorités. C'est pas forcément la police. Ça peut être aussi les services de l'aide sociale à l'enfance, le secteur social, l'assistante sociale de quartier ou de secteur, dont c'est le travail ensuite de prendre à tâche et de faire le bilan de ce qui se passe. D'accord, donc 15 ans, c'est collège, début lycée. Donc nous y reviendrons dans un instant. Alors, et comment se plaindre justement, très rapidement? Comment se plaindre? Téléphone. Même par téléphone Téléphone, lettre bien sûr, ou se déplacer à la brigade de gendarmerie ou au commissariat de police, ou aller, comme je le disais tout à l'heure, au secteur social, au centre communal d'action sociale, etc. En tout cas, il faut réagir. Quand c'est des mineurs, hein, il faut réagir. Bon, quand c'est des majeurs, on peut réfléchir différemment. En tout cas, ce genre de plainte ou de dénonciation, si on voit un trafic se faire ou une vente se faire, ça peut être pris en compte même par téléphone en disant en ce moment je suis en train de voir quelque chose depuis mon balcon. Est-ce que aussi à ce niveau-là, la crainte pour ceux qui nous regardent, peut-être c'est une notion d'anonymat, que notre nom n'apparaît pas dans le dossier, que l'avocat, parce qu'il y a des avocats qui acceptent de l'argent quel que soit le crime, et bon, c'est la loi française le permet de toute façon. Pardonnez-moi M. Malael, mais là je voudrais quand même être très précis. Hein. Moi je considère que c'est l'honneur des avocats de défendre tous ceux qui sont accusés, même des pires choses. Quelles qu'elles soient. Est-ce que quelqu'un qui vous dit et qu'on lui dit au téléphone qu'on respectera son anonymat par la garantie par la loi française, que parce que l'avocat de la partie adverse a le droit de récupérer le dossier, de savoir les sources, etc. Est-ce que cette personne a la garantie aujourd'hui en France que quand vous dites verbalement, ne serait-ce que verbalement, que vous voulez votre anonymat et qu'effectivement vous avez fait la preuve que quelqu'un, on l'a arrêté, on a vu que ni votre numéro de téléphone n'apparaît, ni votre adresse n'apparaît, ni votre nom. Est-ce que vous nous confirmez ce fait, monsieur le procureur? Oui. Quelqu'un peut tout à fait donner des renseignements sous l'anonymat, au service de police, au service de gendarmerie, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On peut parfaitement d'ailleurs adresser au procureur ou à la police une lettre qu'on appelle une lettre anonyme. Si elle n'est pas signée, on ne sait pas d'où elle vient, personne ne saura. Si ce sont des faits qui sont quand même très précis, très circonstanciés, etc., je vous assure qu'on sait lire ce genre de lettre-là. La vérification sera faite parce que les faits, tout simplement, le justifient. Si quelqu'un veut témoigner de manière plus précise sous forme anonyme, c'est possible aussi. Il y a d'ailleurs dans mon parquet, parce que c'est moi qui en suis responsable, un dossier particulier qui est enfermé dans un coffre-fort dans lequel je suis le seul à avoir connaissance du nom d'une personne qui porte un témoignage qui ensuite sera retranscrit dans la procédure sous X. On ne saura jamais qui c'est. Donc, même si on a besoin de cette personne pour une prolongation, pour une précision, donc cette personne peut dire effectivement, dans cette notion de précision, je me tiens à disposition, mais je demande que jamais les avocats de la partie adverse n'aient accès à ça. Oui. Ça, la loi de la France, tout à fait. C'est une obligation presque. C'est pas une obligation, mais si c'est demandé, c'est un droit. D'accord. Ensuite, toujours à ce niveau, quelles sont les obligations justement au niveau des autorités à ce niveau-là? Quand on vous dit au téléphone, en ce moment, une vente se fait, on vous dit que régulièrement à cet endroit-là, quelle est votre obligation? Ben, l'obligation, c'est d'y aller. Mais maintenant, comme déjà nous avons eu l'occasion de l'évoquer, y aller, c'est dans quel délai, c'est avec quels moyens, c'est de quelle manière aussi. Et alors, là, tout n'est pas possible. Alors, vous nous disiez sur d'autres sujets que la preuve par le film, quand on filme quelqu'un à son insu,
ça peut être exploitable et ça peut même se retourner contre vous. Est-ce que dans le cas où on voit depuis sa fenêtre ou ailleurs, on filme une scène de quelqu'un qui vend ce genre de choses ou qui consomme ce genre de choses, est-ce que c'est un élément de preuve dans ce type de cas, quand c'est des produits stupéfiants? En France, la loi ne dit pas quelles sont les preuves valables et les preuves qui ne sont pas valables. En général, ou pour les stupéfiants? C'est au tribunal, en général, les stupéfiants dedans. Donc, toutes les preuves sont prises en considération et elles sont pesées ensuite par le tribunal dans leur validité, si vous voulez. Mais évidemment, une preuve qui aurait été obtenue par un moyen illégal. Un film, c'est forcément illégal. Non, c'est pas forcément illégal. Pas du tout, c'est pas forcément illégal. Pas du tout. Moi, on connaît plein de films qui ont été pris de manière plus ou moins fortuite. Oui, mais quand même. Fortuite, ça veut dire que vous êtes arrivé dans une boutique qui avait déjà une caméra et le naïf que vous êtes avait fait des choses devant la caméra. Par exemple. Mais je veux dire, c'est pas quelque chose qui est interdit, puisque sur ces films-là, on identifie bien les personnes, il y a bien quelque chose qui est en train de se passer, et c'est utilisé comme preuve. Si l'image était volée, si l'image était prise dans le cadre de la violation d'une intimité de la vie privée, que les choses pourraient être discutées. Mais un trafic de stupéfiants, je le dis simplement, un trafic de stupéfiants qui se passe sur la voie publique, dans la rue, aux yeux et au su de tous, ce n'est protégé par personne. Et on peut filmer ça comme on veut. Alors, on parlait des obligations des autorités. Nous parlons de temps en temps de l'arrestation citoyenne. Dans un cas comme ça, vous déconseillez, qu'est-ce que vous dites? Ou quelqu'un qui a le camp d'arrêter pour que justement, parce qu'il en a assez de vous appeler, peut-être que vous ne déplacez pas des choses comme ça. Donc, une régie de quartier décide que voilà, ils ont arrêté le gars avec les produits sur lui. Ils ont le droit ou pas? Et vous attendent pour que vous arriviez et vous voyez ce petit gars. Ils ont le droit, mais je vais vous dire exactement dans quelles circonstances. Elles sont très très précises. C'est l'article 73 du Code de procédure pénale. Mais avant de dire ça, je voudrais d'abord dire qu'il faut faire très attention. Ça peut facilement déraper ou se ça retourner peut contre facilement soi. déraper. C'est un métier de faire des investigations, d'interpeller les gens. Et les trafiquants de stupéfiants, comme bien d'autres personnes, peuvent aussi réagir de manière totalement imprévisible. Violente. Et on peut se retrouver dans des situations indescriptibles. Bien. Ceci étant dit, la loi prévoit que quelqu'un qui est témoin d'un crime ou d'un délit en train de se commettre là, devant soi, a la possibilité d'appréhender la personne. Mais il doit immédiatement appeler la police ou la gendarmerie, c'est-à-dire l'officier de police judiciaire qui est compétent, pour le lui remettre. Ce qui n'est pas possible, ce qui est interdit par la loi, c'est d'organiser dans la rue des milices, a fortiori des milices armées, qui seraient destinées à surveiller directement la voie publique ou ce qui se passe autour des maisons. Ça, c'est le travail de la police, c'est la compétence exclusive, personnelle, des services de police, des services de l'État. Les milices privées, ça n'est pas possible. Alors, le contrôle sur la voie publique, donc apparemment, vous êtes en train de me dire le contrôle sur la voie publique, c'est seulement des polices. Le contrôle sur la voie publique, c'est seulement les services de police qui y sont autorisés, ou de gendarmerie, dans certaines circonstances, notamment pour les véhicules des polices municipales, et c'est tout. Il y a aussi quelques services spécialisés, je pense par exemple à l'inspection du travail, à la direction de la consommation et des fraudes, aux douanes qui ont des pouvoirs similaires. Bien, mais dans leur domaine particulier. Et pourquoi les citoyens qui n'ont pas de pouvoir ne peuvent interpeller des personnes qu'après avoir constaté un fait qui est un crime ou un délit, hein, pas un petit fait. Un crime ou un délit, c'est déjà quand même pas rien, c'est le minimum, un vol mais doivent pas qui est en train de se commettre là. Voilà, je prends la personne. Pas de problème. Ok. Donc, grande hypothèse, excusez-moi, je fais la caricature. Cette personne voit, il y en a assez, interpelle, donc met un bandeau sur sa tête. Est-ce que demain on peut dire parce qu'elle a mis un bandeau sur sa tête pour que lui ne reconnaisse pas qui est, justement ne revienne pas avec ses amis demain, c'est irrecevable demain? C'est-à-dire à partir du moment où il y a arrestation citoyenne, il faut que le nom de celui qui a fait arrestation citoyenne apparaisse dans le dossier. Donc que la partie adverse ait connaissance du nom de cette personne. Ah oui, bien sûr, parce que... C'est le risque. Ben, c'est pas un risque, c'est quand même normal, je veux dire. En France, on est libre. C'est la liberté la règle. On est libre d'aller et venir. Si n'importe qui peut arrêter, sans se faire connaître, n'importe quelle autre personne à n'importe quel moment, on n'est plus dans un pays de liberté.
Donc, il y a une garantie des libertés, et la garantie des libertés, je la représente, c'est ma mission à moi que de vérifier qu'une personne, quoi qu'elle ait fait, ait été interpellée par des services ou par un particulier dans des conditions qui sont conformes à la loi. Et je répète que les particuliers ne peuvent interpeller un tiers que lorsqu'ils viennent de constater quelque chose qui est en train de se commettre, qui est un délit ou un crime grave. Monsieur le procureur, si des personnes constatent, ça se fait régulièrement, presque de manière indécente et banalisée, elles appellent, ça se fait pas. Quel est le recours finalement? Ah bah écoutez, le recours, c'est les services de police et c'est le procureur. Sur la région de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, donc Abîme, Pointe-à-Pitre, Gosier et Bémao, chaque semaine, le vendredi matin, nous nous réunissons avec le sous-préfet, les maires des communes, tous les services de l'État chargés de la sécurité publique pour évoquer des situations comme vous le dites. Dans tel quartier, les gens ont signalé, parce qu'il faut encore le signaler si vous voulez, parce que si on ne nous signale rien, nous, les services qui sont susceptibles de pouvoir intervenir, on ne pourra pas intervenir puisqu'on ne sait pas que ça se passe. Donc il faut encore que ce soit signalé. Ça peut se signaler par le maire. Eh bien, moi je peux vous dire que le vendredi matin, très fréquemment, même quasiment à chaque fois, on évoque qu'à tel endroit, il y a des trafics de stupéfiants, qu'à tel moment ou à telle sortie d'établissement scolaire, par exemple, il se passe des choses qui paraissent suspectes. Eh bien moi je vous le dis, on va voir. Peut-être que ça ne se voit pas qu'on va voir, parce que je veux dire, tous les policiers ne sont pas avec un gyrophare et des casquettes. Ça va, mais le travail est fait. Donc en fait, vous nous dites qu'il y a des contrôles spontanés sur la voie publique. Oui, bien sûr. Pourquoi moi, effectivement, je vais dire, je ne vois pas, mais non plus quand on arrête spontanément aussi des voitures, quand on fait de la côte est, etc., je ne vois jamais de chien. Ça aurait été simple aussi ça, juste un chien. Oui. Le chien il s'en tirait sans même faire de grandes démonstrations, démonter une voiture. Pourquoi on ne voit pas de chien en Guadeloupe? Ben, c'est pas qu'on le voit pas, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup des chiens. Non, vous les réservez? Voilà. Non, c'est pas qu'on se les réserve. Et si vous voulez, un chien, d'abord, c'est un chien très spécialisé. Tant qu'à faire, quand on fait un contrôle On est en matière de stupéfiants, hein, parce qu'il y a des chiens qui sont tous spécialisés. Des chiens pour les explosifs, il y a des chiens pour les stupéfiants, il y a des chiens pour le secours des personnes qui sont en perdition après un tremblement de terre, etc. On connaît tout ça. Mais, donc, c'est des chiens entraînés. En Guadeloupe, il y a des chiens entraînés pour les stupéfiants. Pourquoi, quand on sait qu'on va faire des arrêts spontanés, hein, des fois on profite de même des embouteillages de certaines heures pour arrêter spontanément les gens, pourquoi on ne profite pas pour avoir un chien? Oui, c'est quelque chose qu'on peut parfaitement envisager. Parce que des fois on peut avoir face à nous quelqu'un qui a peut-être 3 kilos dans la voiture. Si vous voulez, on l'a pas fait sur la route parce que franchement, on est quand même un petit peu en train d'essayer de pêcher un petit poisson dans une grande masse. Mais par contre, le chien va régulièrement rechercher des trafiquants de stupéfiants à l'aéroport. Il circule entre les bagages, il est à l'arrière, il n'est pas forcément au milieu de la clientèle, on est bien d'accord, mais il va renifler les bagages à l'arrière avant l'embarquement dans l'avion ou à l'arrivée de l'avion. En tout cas, vous nous confirmez que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si, c'est le cas. De profiter, non, des arrêts spontanés et d'avoir un chien. C'est pas encore d'actualité en Guadeloupe, ça. Écoutez, j'en ai pas souvenir depuis que je suis arrivé. Parce que c'est pas que c'est pas une bonne idée, mais franchement, on n'a pas beaucoup de chiens. Un chien. Non, mais ça change, on n'en a pas beaucoup. Ça change le mot, ça. Il n'y a pas beaucoup. Oui, ça peut ne plus faire partie de l'avenir, le mot. Ah, si. Moi, on n'en a pas assez. Ça peut se changer, ça. Oui, ça peut se changer. Mais bon, non, mais objectivement. On envoie les animaux comme ça sur les endroits où on pense qu'il y a vraiment. Et je vous donne un autre exemple. Je vais donner l'exemple de l'aéroport. Nous avons fait des opérations dans des établissements scolaires avec un chien douane qui a recherché dans toutes les salles, dans les sacoches des élèves, si éventuellement il y avait quelque chose qui s'y trouvait. Ça s'est déjà fait, de manière spontanée. Oui. Dans quel contexte que ça peut se faire, cela, dans les écoles? Avec l'accord du responsable d'établissement ou sans son accord? Ah ben bien sûr, avec l'accord du responsable d'établissement. Un établissement, c'est un endroit qui n'est pas tout à fait la voie publique, que je sache. Donc depuis que vous êtes là, ça s'est fait, ça? Oui, il y a un règlement intérieur, il y a un responsable qui est soit un proviseur, soit un principal, je parle pour les lycées et pour les collèges. Il y a toute une équipe de sécurité qui est chargée de ça. Dans le règlement intérieur, il est tout à fait possible, et il se fait de manière tout à fait régulière, de prévoir que les élèves ouvrent leur sac à l'entrée de l'école ou à l'entrée du lycée. Donc on peut s'attendre à des démonstrations de ce type, que ponctuellement dans l'année, qu'au moins 3-5 établissements soient visités pour envoyer des signes forts à cette jeunesse pour son bien-être malgré elle. C'est ça.
tout à fait. Donc c'est prévu. Bien sûr. Non, c'est prévu, mais ça s'est fait. Je me rappelle encore, il n'y a pas si longtemps, une opération de ce type-là, à la sortie de Banbridge, avec les policiers. Monsieur le procureur, la drogue a une odeur. Le constat de l'odeur, des personnes, des habitants, n'importe qui, vous disent voilà, il y avait des consommateurs à cet endroit, le temps que vous arriviez, ils sont tous partis. Mais on a la preuve, soit c'est un lieu privé, mais que l'odeur est toujours là. Juridiquement, ça vaut quelque chose ou pas? Bah, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont fumé des produits illicites à cet endroit-là. Mais si vous voulez... Donc il y a eu de la détention. Ou de l'usage. Et comme vous dites, même l'usage est sanctionné. Est-ce que sur la base de l'odeur, on peut sanctionner? Ou il faut trouver quelque chose? Non, il faut, si vous voulez, il faut qu'il y ait des éléments de preuve suffisants pour dire non seulement que des gens ont fumé dans un endroit, mais que telle personne a fumé ou telle personne a pris un produit illicite, bien sûr. Mais, donc si on arrive quelque part et tout le monde a le sourire aux lèvres, je ne sais pas, mais tout le monde est là, personne n'ouvre sa bouche, il n'y a aucun moyen de sanctionner par principe ces personnes. Au moins ajouter quelque chose dans leur casier. Là, c'est une question... Les amener devant un tribunal au moins. Non, mais je dis les choses comme elles sont. La justice ne condamne pas les gens comme ça sur la rumeur. Bien, il faut des éléments de preuve. C'est à la fois parfait et imparfait, la justice. Il lui faut des preuves. Bon, désolé. Autre exemple, toujours au niveau de l'odeur. Donc des personnes appellent régulièrement, ils ne se déplacent pas spécialement, disent qu'ils avaient autre chose à faire que peut-être une rumeur, finissent par se déplacer et ces agents constatent l'odeur. Est-ce qu'ils ont l'obligation de notifier qu'effectivement ils se sont déplacés, mais on n'a attrapé personne, mais effectivement ils confirment qu'il y avait bien eu consommation à cet endroit-là de la drogue, pour qu'au moins la prochaine fois ils se déplacent et à ce moment-là en discrétion pour moi attraper des gens. Oui, ben moi je pense qu'il faut comprendre que les policiers et les gendarmes sont des gens qui réfléchissent et qui savent aussi tirer des conclusions de ce qu'ils constatent. Est-ce qu'il y a deuxième élément, tout déplacement d'un fonctionnaire de police en exercice ou d'un gendarme en exercice fait l'objet d'un rapport et d'un écrit. Que ce soit sous la forme d'un procès verbal ou sous la forme d'un compte rendu fait à sa hiérarchie. Donc les traces des déplacements et des constatations, elles existent, elles peuvent être retrouvées et elles sont exploitées, bien sûr. Oui. Donc je ne serai pas amené à l'avenir à vous prendre à défaut, monsieur le procureur, de personnes suite à ces émissions qui me disent, eh bien autant ils ont constaté que depuis quand on les rappelle, eh c'est le même biwi, on a mieux à faire. Ben, peut-être qu'ils ont mieux à faire, si vous voulez. Ils vont pas non, mais ces personnes subissent ça désormais toute leur vie, cette notion de c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire, on ne peut pas reprocher à des policiers ou à des gendarmes de ne pas pouvoir venir quelque part s'ils ont quelque chose de plus important à faire ailleurs. Je suis désolé, c'est à eux quand même d'apprécier l'endroit où il y a vraiment le feu. C'est comme ça. On n'a pas... la situation pour les pompiers est la même. Quand il y a un petit drame et que juste avant il y a eu un gros drame, le malheur pour les gens qui ont subi le petit drame, c'est peut-être de ne pas voir les pompiers arriver aussi vite que s'il n'y a pas eu le gros drame. Ça va, voilà. Donc je pense que c'est ça la raison. Et maintenant... Rien n'est parfait, tout est améliorable. Et s'il y a vraiment des choses qui sont inquiétantes dans l'absence de réaction ou dans l'absence d'intervention ou d'investigation par rapport à des choses qui paraissent quand même très très établies pour les personnes qui les constatent, moi je suis tout à fait prêt à recevoir les indications, les renseignements, pourquoi pas sous la forme anonyme, comme vous le disiez tout à l'heure, peu importe, mais de manière à ce qu'on puisse sérieusement voir ce qu'il en est. Alors, juste avant de clore sur ce propos, face à des événements extraordinaires de grands trafiquants, mais de manière locale, j'ai pu comprendre que parfois vous vous sentez obligé de mettre en place des cours spéciales avec des magistrats spécialisés à ce type d'affaires, de grand banditisme, des stupéfiants. Et aussi, j'ai surpris, si vous me le permettez, l'apostrophe, une de vos discussions, je crois que le procureur de la Martinique, que des fois les trafiquants pensent peut-être soit se cacher d'une île à l'autre ou alors expédier subtilement des choses en Guadeloupe, qu'ils n'ont pas à croire cela. Vous êtes au courant de tout, même si vous ne dites pas tout jusqu'à la dernière minute. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, les trafiquants de drogue, les frontières des pays... il y a un suivi. Vous touchez le mot de procureur à procureur. Bien sûr. C'est non seulement entre le procureur de Pointe-à-Pitre et celui de Fort-de-France que les choses se passent, mais c'est entre l'ensemble des forces de police et des autorités de justice de l'ensemble des pays de la Caraïbe. Nous avons fait, il y a un peu plus d'un an, une réunion, en Martinique d'ailleurs,
de la quasi-totalité des procureurs, en tout cas des responsables des ministères publics, de l'ensemble de l'arc Caraïbe, et c'est un ensemble assez large, puisque ça allait de la Colombie, en passant par le Venezuela, pour remonter jusqu'à Porto Rico, en passant par la Jamaïque et Cuba. Donc c'est pas parce qu'ils ont réussi à passer la douane qu'ils doivent se croire tranquilles, parce que la justice dépasse la douane, et peut-être c'est même une stratégie pour vous de les laisser aller plus loin pour piéger. Oui, alors bien sûr, il y a beaucoup de stratégies différentes, et effectivement, il arrive qu'on laisse passer des gens pour voir ce qui se passe après, pour pouvoir révéler l'ensemble du trafic. Écoutez, ça c'est vraiment du travail de police, et ce que vous êtes en train d'imaginer, c'est la réalité, c'est bien ça qui se passe. C'est des stratégies. Donc vous nous confirmez que des fois, face à des situations comme celle-ci, vous mettez en place des spécialistes même du droit pour faire des cours spéciales. Oui, bien sûr. Il y a des unités qui sont spécialisées avec des fonctionnaires ou des militaires c'est les gendarmes, qui sont spécialement formés pour ça. Je pense en particulier à deux services que nous avons sur l'arc Caraïbe. C'est d'une part la direction interrégionale de la police judiciaire qui a une unité spécialisée trafic de stupéfiants avec des gens très très compétents. Et puis aussi, il y a une antenne de l'Office central de lutte contre les stupéfiants, de l'OCERTIS, qui est installé à Fort-de-France, qui est donc spécialisé là vraiment dans le trafic local, qui est très important, puisque on est, vous le savez, à peu près au milieu du chemin des trafiquants de cocaïne, que ce soit des trafiquants qui vont de la Colombie jusqu'aux États-Unis, ou des trafiquants qui vont de la Colombie jusqu'en Europe. Rappelez-nous encore une fois, qu'est-ce que l'on risque quand on vend, transporte, on détient ou on consomme au minimum? Quel est le minimum que l'on voit? Même quand on consomme de la drogue, on est aussi sanctionné devant un tribunal. L'usage simple de drogue, c'est 2 ans. Minimum. Et le trafic de drogue, c'est-à-dire la détention, le transport, l'achat, la vente, même de petites quantités, c'est 10 ans. Monsieur le procureur, merci. Je vous remercie aussi. Nous avions quelques petites questions sans lesquelles nous ne pouvions vous laisser, monsieur le procureur. Alors, le transport de stupéfiants sur soi, c'est aussi un crime, c'est aussi condamnable. Oui, bien sûr, oui. Donc, le fait de se déplacer sur la voie publique, c'est aussi un danger. Mais pour les stupéfiants, c'est pour les produits illicites. C'est même pas le transport qui est interdit, c'est le simple fait d'en avoir. Donc de le même si on ne consomme pas, c'est déjà un Mais coup. oui, mais bien sûr. Bah attendez, moi je dirais même que ceux qui ne le consomment pas, c'est encore plus des vrais trafiquants, puisqu'ils font que du business sur le produit, d'accord? Alors, que dire à ces personnes qui pourraient facilement vous dire « Ah, vous avez trouvé ça dans mon sac, c'est pas à moi, vous avez trouvé dans ma voiture, c'est pas à moi, ou dans le bateau, je l'avais laissé en révision, ou alors dans le sac de voyage, on y revient dans un instant. » Les gens qui disent « Je ne suis pas au courant, c'est pas à moi, voilà. » Vous savez, c'est comme celui qu'on prend avec la main dans le pot à confiture et qui dit « J'ai pas volé, j'ai pas volé ». Donc, il doit faire la preuve qu'il n'est pas au courant. Parce que vous disiez justement tout à l'heure que celui qui, effectivement, si c'est pas à lui, on ne peut pas le condamner. Donc lui peut se dire, je peux dire la même phrase. Oui, bien sûr, mais quand on transporte, quand on détient dans sa voiture un produit de cette nature-là, il faudra quand même expliquer comment ça se fait qu'on n'ait pas pu se rendre compte que le gros sac d'1,5 kg d'herbe de cannabis qu'il y a là sur la place avant droite n'a pas été vu par celui qui était en train de conduire la voiture. Alors, rappelez-nous, qu'est-ce qu'on encourt quand on importe, quand on fait de l'importation de cocaïne, et qu'est-ce qu'on appelle comme importation? Est-ce que de région en région, on peut appeler ça de l'importation? Non, l'importation, c'est le fait de faire venir d'un pays étranger un produit. Quand c'est un produit illicite, c'est l'importation de produits stupéfiants. C'est donc une infraction grave, c'est au moins 10 ans d'emprisonnement. Même si c'est un étranger, il sera sanctionné par la loi française. Ah bah bien sûr, tous ceux qui commettent des délits et des crimes en France, qu'ils soient français ou étrangers, encourent exactement les mêmes peines. D'accord. Pour un Français qui veut faire de l'exportation, par exemple, qu'est-ce qu'il encourt si on le prend avant qu'il quitte le territoire? La même chose. La même chose, c'est-à-dire que celui qui exporte de la drogue vers un pays étranger, vers les États-Unis ou vers les pays voisins de la Caraïbe, encourt la même chose. Ce sont des trafiquants de stupéfiants. Trafiquants, importateurs, détenteurs, vendeurs, acheteurs de produits stupéfiants. C'est tout pareil pour la loi, ça s'appelle trafic de stupéfiants, c'est 10 ans d'emprisonnement. Et même celui, si ce n'était pas censé concerner un territoire français, mais qui était en transit, lui aussi, on a des possibilités de fouiller les personnes qui sont en transit, de savoir que... Les zones de transit sont des zones qui sont en France, qui sont sous le contrôle de la douane.
Et la douane a la possibilité de contrôler, vous le savez, ces endroits qui sont un petit peu intermédiaires, mais qui sont quand même sur le sol français. De même, en ce qui concerne par exemple les bateaux, vous savez qu'il y a différentes zones dans lesquelles les services ont la possibilité juridique d'interpeller, de contrôler, de regarder ce qu'il y a dans les navires et sur les Même si personnes. vous êtes étranger, les gendarmes, la douane, je ne sais, pour la voie maritime, ont le droit de monter sur votre bateau. Il n'y a C'est ça. rien qui empêche un gendarme à monter sur votre bateau. Tout à fait. Avec des chiens. Donnez-nous un exemple pour quand même que les personnes comprennent qu'est-ce qu'il en coûte un Français qui se ferait piéger à l'étranger. Il y a des condamnations à mort dans certains pays quand on Oui. importe de la drogue. Oui, oui, les législations sur les stupéfiants sont quand même très variables hein, selon les pays. Mais Un exemple fort. on a l'exemple classique ces dernières années de la Thaïlande, où des gens ont cru pouvoir aller y consommer et y transporter des produits stupéfiants achetés sur place. Et c'est comme ça qu'on a des Français qui ont été condamnés là-bas à mort, souvent d'ailleurs transmués après d'importantes démarches diplomatiques, Ouais. en condamnation à des peines d'emprisonnement considérables de l'ordre de 20 ans, 25 ans. Merci. Aussi, j'ai eu autour de certaines personnes qui sont amenées à sauver la vie au quotidien. Donc, nous appellerons ça, pour une forme d'anonymat, des urgentistes, qui me disaient, Monsieur Malael, vous qui parlez au procureur, ou en tout cas qui êtes en rapport, sachez ceci. Je vous dis régulièrement, il y a des personnes qui sont conditionnées à l'anonymat, me disent quand même, hein, pour qu'ils ne soient pas trop naïfs devant vous. Donc, me disent, monsieur, souvent quand nous sauvons des personnes, ils n'ont pas l'air de délinquants, de choses extraordinaires, de touristes lambda, avec de beaux visages, de personnes anodines. Eh bien, soit suite à des accidents, suite à une overdose, eh bien, quand on dit à ces personnes, pour les soigner, il nous faut connaître l'origine du produit, eh bien, nous disent qu'effectivement, ils sont venus avec leur propre produit dans leur bagage. C'est-à-dire que des personnes arrivent à passer la douane aux Antilles, et juste parce que, alors je veux dire, le délit de faciès, quoi, des fois on contrôle ceux qui ne sont pas très jolis ou qui ont une drôle d'allure, mais la belle personne, eh bien, elle aussi, eh bien, amène son truc, et c'est parce qu'elle a eu un accident que les urgentistes guadeloupéens me font le bilan qu'eux aussi amènent de la drogue en Guadeloupe et en Martinique et en Guyane. Vous avez tout à fait raison. Quels en risquent? Les stupéfiants, la drogue, tout ça, ça concerne tout le monde. Quel que soit le milieu, l'origine, l'histoire personnelle, il y a des gens qui transportent de la drogue. L'exemple que vous donnez, donc, c'est des gens qui amènent leurs produits pour la durée d'un séjour. Hein. Bon, bien sûr qu'il y en a comme ça. Là, c'est vraiment le travail de la douane. La douane ne peut pas contrôler, on le sait très bien, l'ensemble des marchandises et des bagages qui rentrent sur un territoire comme la Guadeloupe, c'est impossible. Mais c'est grave, et donc il y a un travail qui passe, comme pour eux, c'est le petit peine quoi qu'ils amènent en plus et ils savent presque que ça va passer. Parce qu'ils le font simplement quoi. Moi je veux simplement dire une chose, c'est que les interpellations et les contrôles par les services de douane, par les services aussi de la police aux frontières, sont quand même assez fréquents et il y a des gens qui se font interpeller et condamner. Il faut que tous ceux qui se trouveraient à être tentés de transporter de la drogue savent ce qu'ils encourent. Rappelez-nous. Ils encourent en détention de stupéfiants, c'est 10 ans d'emprisonnement. Je le Même rappelle. si j'amène ma petite semaine de drogue comme touriste. Comme je le disais tout à l'heure, si vraiment il s'agit d'une petite quantité dont à l'évidence il résulte que c'est pour la consommation personnelle, il n'encourt que 2 ans d'emprisonnement dans le cadre d'un usage de stupéfiants. Et il est inutile de pleurer, de demander s'il vous plaît. Ah non, c'est pas la peine de pleurer. Hein. Moi je peux vous dire, alors là, de ce côté-là, c'est recta. Les services font ce qu'on appelle du ciblage. C'est-à-dire qu'on identifie des personnes pour lesquelles il y a des chances quand même qu'il y ait une détention de produits stupéfiants. Alors ce ciblage, il est fait selon des critères que je ne vais pas vous révéler ici, vous comprendrez pourquoi. Mais c'est des critères qui sont quand même assez précis et qui sont relativement opérationnels. Donc la mule, donc vous nous disiez. Oui, il y a la mule, c'est quelqu'un qui transporte de la drogue pour quelqu'un d'autre. Et quel que soit l'argument, ils sont condamnables aussi pour 10 ans. Ah oui, oui, c'est des gens qui sont des trafiquants de stupéfiants. Même s'ils disaient qu'on les a forcés, qu'on a pris leur permis, des choses comme ça, on leur a promis, si c'était des personnes sans autorisation de séjour. Moi, je ne dis pas qu'ils seraient condamnés aussi gravement que s'ils étaient à la tête du trafic. Ça va. Mais ils encourent, comme tout le monde, comme tous ceux qui trafiquent le stupéfiant, 10 ans d'emprisonnement. Je m'excuse pour l'image qui est vraiment pas belle. Une femme enceinte et qui a choisi d'être mule. Est-ce que pour le symbole, le jour où elle deviendrait effectivement mère, on peut lui retirer la garde de son enfant en plus de la condamnation? Non, ça n'a rien à voir, mais s'il s'avérait, si vous voulez, que son immoralité
où sa manière de vivre serait de nature à causer un danger grave pour l'enfant, on protégerait l'enfant éventuellement en le retirant à la mer, oui. Que risque-t-on si justement il est avéré, suite à un accident et un contrôle, que vous étiez sous l'emprise d'un produit stupéfiant? Plus de 2 ans? Ah ben, je vous rappelle, alors là, soyons très précis, qu'à partir du moment où vous conduisez après avoir consommé des stupéfiants, vous encourez une peine d'emprisonnement, c'est plus 2 ans, c'est 3. C'est-à-dire que c'est assimilé à la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique. Et je vous indique qu'il est excessivement facile aujourd'hui de savoir qui a consommé de la drogue pendant de nombreux jours avant le jour où le prélèvement a été fait. D'accord. Bien. Et bien évidemment, si il était déjà connu de vos fichiers comme multirécidiviste, donc c'est plus de 3 ans, mais à ce moment-là, ce serait 6 ans minimum. C'est ça, absolument. Merci, monsieur le procureur. Donc nous parlions de chiens. Donc je vous disais régulièrement, à Paris, il y a même un effet entonnoir naturel qui est fait pour que les personnes se retrouvent les unes après les autres, parce que l'espace est réduit, pour se passer une seule personne à une seule personne devant un chien. Alors autant, comme vous disiez, il y a un seul chien, mais la stratégie est faite pour qu'un seul passe devant ce chien à sa réaction. Et moi j'ai presque l'impression qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas de chien. Vous me dites que c'est le contraire. Non, il est différemment. Non, il y a des chiens, ils sont pas utilisés en mettant les gens comme ça dans un entonnoir, encore que, à titre personnel, si vous voulez, monsieur Malael, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de passer par l'entonnoir que vous évoquez. Pourtant, je voyage pas mal, me semble-t-il, entre la Guadeloupe et la métropole. Bon, mais non, il y a des chiens qui opèrent en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane d'ailleurs. Les 3 départements sont équipés entre guillemets de chiens de cette nature-là. Comme je le disais tout à l'heure, des chiens on ne peut pas en mettre à tous les carrefours, de même qu'on ne peut pas mettre des policiers à tous les carrefours, c'est impossible. En tout cas, c'est pas parce qu'on a l'impression qu'il n'y en a pas qu'il n'y en a pas. Désormais, c'est à les aéroports où il y a des chiens. Oui, bien sûr. Mais d'ailleurs, je pense qu'il y a des gens qui peuvent témoigner d'avoir vu le chien, notamment de la douane, circuler au milieu des passagers qui arrivaient d'un vol venant d'Orly. Sur l'aéroport Pôle Caraïbes. D'accord. Alors justement, dans des cas comme ceci, qu'on voit que des personnes ont déjà été fichées pour avoir consommé de la drogue, maintenant sont passées à un stade d'exportateur ou de transporteur de drogue, est-ce que la loi française a prévu de retirer le passeport de ces personnes, de leur interdire de voyager, ou même des personnes étrangères, de leur interdire de séjourner en France? Oui, tout à fait. Alors, parce que tout à l'heure nous évoquions les 10 années d'emprisonnement. Enfin, vous avez compris que dans certaines circonstances, ça peut être beaucoup plus que ça encore. Hein. Mais il y a toute une série de ce qu'on appelle des peines complémentaires. Et c'est précisément les mesures que vous êtes en train d'évoquer. C'est-à-dire interdiction de séjourner en Guadeloupe ou dans un territoire déterminé, interdiction de sortir de tel endroit, interdiction de fréquenter telle personne, interdiction de pouvoir faire telle ou telle activité. Je pense à des activités de transporteurs, à des activités d'éducateurs de jeunes enfants, vous voyez, hein, donc tout ce qui peut, voilà, c'est possible pour le tribunal de prononcer des peines complémentaires de cette nature-là, d'interdiction ou d'obligation de faire. Je reviens sur une phrase, mais dite autrement. Donc, on trouve, donc, que ce soit consommation personnelle ou à titre professionnel, des produits stupéfiants dans votre sac, votre voiture, etc. Que ce soit votre fiancée, masculine ou féminine, ou votre parenté, mère, frère, ou etc. Elle dit ce n'est pas elle. Mais, à toute évidence, elle était au courant. Elle sait que c'est à l'un de ses parents et elle ne veut pas dénoncer. Elle encourt la même peine comme si c'était à elle, puisqu'elle ne veut pas dénoncer. C'est un petit peu plus compliqué que ça, si vous le permettez. Elle sera punie. Moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle sera interpellée, placée en garde à vue et entendue de manière excessivement précise par les services d'enquête. Bien, ça c'est le premier point. Ensuite, on ne condamne pas quelqu'un pour un trafic dont il n'est pas l'auteur ou le responsable. Ça va. Et pour ces trafics-là, il n'y a pas de sanctions pour quelqu'un qui serait un proche, par exemple, de celui qui est vraiment le trafiquant, de ne pas l'avoir dénoncé. On ne sanctionne pas la non-dénonciation. À ce moment-là, donc, on va quand même trouver quelque chose. Bien sûr, la personne, elle peut être mise en cause comme complice, elle peut être mise en cause pour avoir finalement créé les conditions qui permettent le trafic. Merci. Maintenant, depuis plus d'un an, je suis heureux maintenant d'avoir accès à vous, monsieur le procureur. Des personnes, je m'excuse du propos, mais je le dirai quand même pour une visibilité, du ghetto. Et parce qu'elles n'ont pas la suffisance financière, ou alors simplement c'est leur seul lieu de vie, et considéré peut-être comme propriétaire, même si ce mot est
n'a pas de cohérence juridique, me disent, Monsieur Malael, nous, à certaines heures, et nous savons exactement dans quelle maison, il y a des personnes, d'une, qui ont leur propre plantation dans les cases là, du ghetto, et deux, qui fabriquent la drogue, je ne sais pas comment est le terme, donc ils font cuire à un moment donné, et nous on respire tout ça et on sait. Donc Monsieur Malael, donc à travers vous, je profite pour lui répondre aujourd'hui, quel est le recours sans que demain il y ait la merde chez nous? Eh bien moi je dis à ces personnes qu'il ne faut pas passer par Monsieur Malael pour Non, dire des au choses moins, pareilles. Et que vraiment, attendez, bon, je vais vous dire les choses quand même très précisément. Hein. Si on me dit, et ça fait un à an. tel endroit, il y a telle personne qui utilise beaucoup de cocottes minutes pour transformer de la cocaïne en crack, ou à tel endroit, il y a telle personne qui arrose amoureusement de nombreux pieds de cannabis dans son jardin ou sur le toit de sa salle de bain, je suis intéressé, ça ne se passera pas comme ça, et il y aura une expédition de police et une enquête qui se fera. Cette information vous intéresse? Oui, bien sûr. Vous garantissez l'anonymat, monsieur? Totalement. Mais comment, parce que là, on disait, si on est témoin justement d'un truc, le nom apparaît quelque part. Dans ce cas-là en particulier, quand je parle du ghetto, c'est mon voisin, donc qui se doutera peut-être que c'est moi. Vous me garantissez que je n'ai pas à craindre de ma vie. Je vais essayer Dieu vous aide à 100%. Je vais essayer d'être à la fois précis et simple. Bien. Celui qui renseigne, qui donne un renseignement de départ pour dire simplement, là je sais qu'il se passe quelque chose, je vous le signale. Ça n'est pas un témoin, c'est un renseignement. Ça ne rentre même pas vraiment en procédure. C'est du renseignement qui est utilisé par les services de police pour ensuite orienter leur regard. Évidemment, toutes les investigations qui vont avec, quand je dis regard, c'est une image. Bien. La chose est un peu différente lorsque on attend de la personne qu'elle produise un témoignage, c'est-à-dire qu'elle dise, sous forme d'un écrit, voilà, j'ai vu telle chose, c'est telle personne qui a fait ceci, c'est telle autre personne qui a ensuite fait cela. Si elle veut le dire de manière anonyme pour les trafics de stupéfiants, c'est possible. Ça s'appelle un témoignage sous X et c'est possible lorsque je l'autorise. Et je l'autorise, je vous le dis, systématiquement lorsque ça permet de mettre à jour des trafiquants de stupéfiants. Alors que ces personnes n'aient pas peur, si elles écrivent un procureur, donc il y a une trace écrite, quoi, mais à partir du moment où elles mettent procureur et elles mettent anonymat, elles veulent anonymat, que c'est sûr, il y aura l'anonymat, même si elles mettent aussi leur nom et leur téléphone, pour que vous sachiez, parce qu'il faut qu'elles laissent un contact, pour que effectivement vous les appelez, fassiez un point avec elles, à quelle heure, etc. Oui. Donc même s'il y a une trace papier, vous garantissez que ce papier va être traité, comme vous dites, dans un dossier particulier, oui, où vous cachez toutes les personnes anonymes qui ont quand même laissé une traçabilité. C'est possible, tout à fait. Merci monsieur. Alors, autant nous parlions des mineurs tout à l'heure, c'est aggravé au niveau de ce sera traité au tribunal. Et rappelez-nous aussi, quand c'est offert, on offre de la drogue à un enfant, à un mineur, quel que soit moins de 15 ans, moins de 18 ans. C'est aussi un crime ou pas, quand c'est offert? Oui, quand c'est offert, ce qui est sanctionné, c'est la cession. Rémunéré ou pas? Avec ou pas d'argent. Avec ou pas d'argent. Quel que soit l'âge, de toute façon. Quel que soit l'âge. Et quand cette cession est faite à un mineur, vous avez parfaitement raison, M. Malael, la sanction est aggravée. C'est-à-dire que le minimum de la peine encourue est encore plus important. Et je dirais même que le simple fait de provoquer des mineurs à consommer de la drogue sans leur en offrir, c'est aussi un délit. Et c'est puni de 2 ans d'emprisonnement. Le simple fait de faire en sorte qu'un mineur qui n'était pas consommateur en devienne un, c'est encore un autre crime. Oui. Et le simple fait aussi de faire la promotion de la consommation de stupéfiants, de dire qu'il n'y a aucun problème. J'en parle la chanson Les Objets. Voilà, c'est aussi un délit. C'est aussi un délit. D'accord. Alors, autre recours maintenant, je ne dirais pas face à un certain laxisme, mais hypothèse, mon enfant est décédé, que j'ai rien fait ou essayé, etc. Il est décédé de la drogue, c'est avéré, ou même si on fait une expertise médicale, ou il arrive à un stade, comme on le disait, des effets sur le cerveau, puisque ça abîme le cerveau, ce type de consommation, même si ça donne l'euphorie immédiate. Donc, ces effets irréversibles. Est-ce que des parents peuvent, au moment du décès, ou au moment où l'enfant est devenu, entre guillemets, excusez-moi du mot, mais un peu tébé, c'est-à-dire ça a eu des effets irréversibles sur sa vie, que ce soit visuel ou intellectuel, on peut utiliser ces effets comme plainte. Comme plainte contre qui? Voilà, la question elle est là.
Si vous voulez, à partir du moment où on aurait identifié quelqu'un qui aurait fourni à un mineur ou en fait à n'importe quelle personne un produit qui est de nature à générer en lui des conséquences psychiques graves, il y a un texte spécial dans le code pénal, en dehors même de la drogue, ça peut être autre chose que la drogue, ça peut être simplement un toxique, je veux dire, non stupéfiant. C'est une infraction tout à fait grave qui est sanctionnée de plusieurs années d'emprisonnement. Alors je reviens, mineur ou pas, on oublie. Prenons un exemple, quelqu'un sous dénonciation. À l'époque, la mère voulait garder l'anonymat. Donc cette personne s'est faite arrêter pour vente de stupéfiants. Entre-temps, l'enfant est mort, ou l'enfant ou l'être humain est mort, a eu des effets irréversibles. Que vous demain recondamner cette même personne pour dire que vous l'accusez désormais pour empoisonnement ou meurtre ou homicide, etc. Parce qu'entre-temps, vous étiez vivant, et depuis, vous êtes mort. Est-ce que vous pouvez, la loi vous offre au moins cette possibilité de porter plainte à nouveau, en sachant qu'entre-temps, votre... Objectivement, je vous dis tel que je le sens, ça me paraît très difficile. Mais on ne peut pas exclure que ce soit possible. Mais vraiment très difficile. Parce que l'empoisonnement ou le meurtre, finalement, hein, par un produit, il faut quand même qu'il y ait une intention de tuer. Monsieur le procureur, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Très occupé par le problème des stupéfiants. Essentiellement, la différence tient à la nature des produits. Ici, on le sait, c'est quand même beaucoup le cannabis, pas mal la cocaïne sous ses différentes formes, le crack en particulier, et beaucoup moins l'héroïne. On peut dire que c'est un petit peu inversé en ce qui concerne l'héroïne dans ce qu'on constate en métropole. Mais pour le reste, c'est très très comparable. Et est-ce que nous sommes plus critiquables que les autres régions de France par rapport à justement toutes ces affaires de stupéfiants qui arrivent dans un tribunal? Le problème ici, c'est que vraiment, ces produits en Guadeloupe sont très accessibles. Parce qu'il y en a beaucoup et parce que, objectivement, ils ne sont pas chers. Et donc, ça crée... C'est plus par rapport à ça que cette notion, nous sommes un lieu de transit. Oui, mais ça va avec. C'est ça, si vous voulez, quand vous êtes dans un flux important d'un produit, même si ce n'est que quelques miettes hein, qui restent sur un territoire comme celui de la Guadeloupe, ça reste quand même très important par rapport à la consommation locale. Et donc, les produits sont peu chers et assez accessibles. Quelles différentes catégories que l'on peut faire au niveau de ce caractère condamnable? Entre les différents produits. Quand on se retrouve devant la justice, soit parce qu'on a vendu, détenu, consommé. En fait, il y a deux grandes catégories de personnes par rapport aux stupéfiants. Il y a ceux qui trafiquent, c'est-à-dire en fait ceux qui en possèdent des quantités importantes qui dépassent ce qui est nécessaire à une consommation personnelle, qui en détiennent dans cette quantité-là, qui en vendent, qui en reçoivent. Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, le thème des stupéfiants. La vente, le transport, la détention, c'est aussi un crime apparemment, et la consommation. Est-ce que vous avez déjà pour nous une définition juridique de ce qu'est appelé le mot stupéfiant que l'on peut mettre avec d'un point de vue juridique? Déjà, comment ça s'appelle? Un stupéfiant, c'est un produit qui a un effet sur le psychisme et qui est interdit par la loi à la consommation et à la vente. Il y a des produits qui ont un effet sur le psychisme qui sont autorisés par la loi. Par exemple, celui qu'on connaît tous, c'est l'alcool. Mais les produits stupéfiants, ce qu'on appelle la drogue, sont des produits interdits. Donc d'un point de vue juridique, vous avez quelques chiffres à nous citer? Écoutez, moi je peux vous donner une indication. Les services de police et de gendarmerie, sur l'ensemble de la Guadeloupe, continentale et les îles, interpellent à peu près 7000 usagers de produits stupéfiants par an. Produits. De produits stupéfiants. D'accord. Par contre, je tiens quand même à souligner aux téléspectateurs que depuis que je fréquente vos établissements, hein, le tribunal, etc., je constate qu'il ne se passe pas une semaine sans que des personnes soient jugées pour justement que ce soit la vente, le transport, la détention ou la consommation de stupéfiants. C'est aussi l'un des symboles des îles?
Non, je ne pense pas que ce soit spécifique aux îles. Je sais que les tribunaux de la périphérie parisienne en particulier, mais aussi les autres tribunaux de métropole sont très pas pour un trafic de stupéfiants. Donc elle est condamnée quand même. Bien sûr. Merci. Poursuivons donc, et dans cette notion de personne, puisque moi ça me choque quand même, j'ignorais mon pays dans un tel état de récidiviste, multirécidiviste. Est-ce que multirécidiviste dans la drogue, c'est ce même aspect, vous disiez, je crois me rappeler, 3 fois dans une même année ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'il y a une autre connotation? C'est-à-dire que parmi les personnes qui sont sujets à la consommation de drogue, il y a vraiment des catégories d'individus qui sont très différentes, elles aussi. Il y a des gens qui consomment une fois, ou en tout cas de manière très épisodique, dans un contexte qui est plutôt ludique, où ils se font piéger, mais enfin même s'ils le veulent, sans se faire piéger. Et puis il y a des gens qui sont complètement accrochés par certains produits, qui sont en plus, pour la plupart, des gens qui consomment plusieurs produits psychoactifs, plusieurs drogues différentes en même temps. C'est des malades en réalité, et qui ne peuvent décrocher qu'à l'aide d'un soutien fort, à la fois un soutien, j'allais dire, répressif de la part de la société. Il faut leur dire fermement que ça suffit, qu'il faut que ça s'arrête, et en même temps un soutien médical pour les sociétés. Alors ceux qui se font piéger avec ce côté, vous dites, trop régulier, donc maladif, ils sont aussi condamnables, comme des multirécidivistes. Ceux qui se font piéger, c'est-à-dire qui ont pris un produit stupéfiant sans savoir que c'était un produit stupéfiant, ils ne sont coupables de rien, soyons clairs. Ceux qui sont coupables, c'est ceux qui prennent un produit illicite, moyennant un achat, et il y a ceux qui se contentent finalement d'être le consommateur final du produit. Et quand on est le consommateur final du produit, on encourt une peine qui est quand même très inférieure que quand on est un trafiquant ou un vendeur de stupéfiants. Un vendeur de stupéfiants, c'est jusqu'à 20 ans d'emprisonnement, selon l'importance, l'organisation, la nature de l'activité, son côté Alors habituel. mais le minimum, quand c'est un fait avéré, on a les preuves que vous vendez de la drogue. Eh bien, la peine encourue, c'est 2 ans d'emprisonnement. Minimum. Oui. Et est-ce que c'est plus quand on s'aperçoit que vous en vendez aussi à des mineurs? Oui, bien sûr. Alors c'est ça. Il y a toute une série c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a toute une série de circonstances aggravantes qui font que la peine peine maximale encourue, va varier entre 2 et de nombreuses dizaines d'années. Merci. Rappelez-nous aussi, la détention de produits stupéfiants, c'est aussi condamnable. La détention, c'est assimilé au trafic de stupéfiants. Celui qui détient des stupéfiants est un trafiquant de stupéfiants, c'est-à-dire qu'il encourt 10 ans minimum. Qu'il prétende ne pas être au courant. Ah non, à partir du moment où on trouve de la drogue chez vous, vous êtes considéré comme un trafiquant. À partir du moment où vous êtes en possession de drogue, en sachant que c'est de la drogue quand même, bien, vous êtes un trafiquant. Si la quantité de drogue qui est trouvée en votre possession est tellement petite qu'on peut considérer que c'est que pour votre consommation personnelle, je vous le dis, ma politique pénale à moi consiste à dire que cette personne est un simple consommateur. Et donc on la poursuivra pour son usage de stupéfiants en sachant qu'il est illicite. D'accord. Voilà. Maintenant, ce que je veux savoir, pour ceux qui sont déjà connus de vos services, que ce soit pour la vente et la consommation, la détention, et malgré les condamnations minimales de 2 ans, 10 ans, qui sont encore piégés. Ben, ils sont en état de récidive, c'est-à-dire qu'ils encourent 2 fois la peine. Donc 2 fois le minimum à chaque fois. C'est ça. Merci. Alors, qui peut se plaindre en termes de constat de vente de drogue, que ce soit devant un lycée, de ma fenêtre, je vois des brigands d'un endroit régulier, discothèque ou ailleurs, qui peut se plaindre? Si vous voulez, il n'est pas dans la tradition en France et en Guadeloupe d'être un délateur. Ça veut dire quoi? Un délateur, c'est quelqu'un qui dénonce les choses aux autorités, à la police, qui dénonce les gens. Simplement. Mais je dis que quand on voit un trafic de stupéfiants qui risque d'entraîner des personnes qui sont faibles, ou des mineurs, des enfants, dans la drogue, c'est notre devoir à tous de signaler la chose pour que ça s'arrête et qu'on ne continue pas à mettre ces enfants en danger. Alors, et donc là, il faut absolument, vraiment, c'est pas de la dénonciation, c'est vraiment un devoir civique de protection de gens qui se trouvent en péril. Et je dis que ce péril est important parce qu'il y a des jeunes gens qui pensent par exemple que le pétard de marijuana, c'est pas dangereux,
qu'à la limite, c'est pas de la drogue, c'est peut-être moins mauvais pour la santé que le tabac. Je dis simplement qu'il y a deux dangers importants dans cette consommation-là.